Bonjour à toutes et à tous. On va commencer la projection. Je m'appelle Vanessa Tamboureau, responsable des communications pour le RTSA. C'est précieux de pouvoir se rassembler dans un espace comme celui-ci où la recherche, les savoirs expérientiels et la création se rencontrent. Nous sommes très heureux et heureuses de partager ce moment avec vous grâce à la projection de Ben's Animals. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to welcome you to the screening. Ben's Animals brings together art, lived experience, and advocacy. Through Ben's drawings and perspective, the film invites us to reflect on different ways of communicating, connecting, and experiencing the world. We're especially honored to share this moment with the people who have been so closely connected to this work. I want to extend a very warm welcome to Julie and to Ben, who are here with us. Your presence here means a great deal to us. Thank you for being here. I'd also like to introduce Evan Beloff, the film's director, whose work brings care and depth to complex social questions and helps make space for lived experience to be seen and to be heard. Evan, I'll invite you up. Thanks, Vanessa. Bonjour tout le monde. Thank you for coming today, and thank you so much to Giant Steps for making this happen. I'm a little nervous. I thought I wasn't going to be. Now I am. So I'm going to try. I tend to speak very quickly when I'm nervous, but I'll try to slow down. I'm going to be reading off my phone, so I apologize if I'm looking down. I wanted to just say thanks so much to Vanessa for making this happen, and take a moment to thank everyone for being here this afternoon and for supporting the screening. When I started working on Ben's Animals, I wasn't thinking in terms of frameworks or language or even themes, really. I was responding to something much simpler and much harder to articulate. I met Ben, I saw his work, and I felt like I was being invited into a completely different way of seeing the world. And as a filmmaker, that's the thing you chase, not a topic, but a way of seeing. What struck me immediately was that Ben doesn't experience animals or the world the way most of us are taught to. There's no filter, there's no hierarchy, no sense that one way of communicating is more valid than another. There's just attention, care, connection, and a kind of clarity that's actually very rare. And then there's Julie. Julie is incredibly strong, and I don't say that lightly. Spending time with her, you begin to understand the level of commitment, patience, and sacrifice that exists behind the scenes, not just in her life, but in the lives of so many caregivers who are doing this very work every single day, often without recognition, often without support, and almost always without rest. That was something I couldn't ignore while making the film. And it's part of what stayed with me over the 3 years it took to make it. Because while Ben's world is full of beauty and imagination, it also exists within a reality that demands a lot from him and from the people who love him. As we kept filming, I realized this wasn't just a film about Ben. It was how we choose to see people and what we value, and about what we're willing to slow down for. And honestly, filmmaking in this space comes with its own responsibility. You're constantly asking yourself, am I really listening? Or am I shaping something to fit what I think it should be? But Ben doesn't let you do that. You either meet him where he is or you miss it entirely. So this film became less about explaining anything and more about creating space for Ben to exist as he is, and for us as an audience to sit with it without trying to fix it, translate it, or simplify it. I want to thank Julie for trusting us with that space and for allowing us into your lives. It's something I don't take lightly. Thank you as well to Vanessa Tamboureau for making this screening happen, and Giant Steps, to CBC, and to commissioning producer Carrie Haber, who believed in this film and helped bring it to the world. We're also incredibly grateful to the Miriam Home Foundation, the Canada Media Fund, and Candace Colucci for extraordinary generosity and support. And to my editor, director of photography, and creative partner, Noah Leon. This film doesn't exist without you, truly. And thank you to all of you for being here, because the truth is films like this only really come alive when people are willing to sit, to watch, and listen. And maybe that's the simplest thing I can say this afternoon. Not that this film has answers, but that it asks us to pay attention and to consider what might change if we actually do.
And with that, I'd like to hear from the people at the heart of the film, Julie and Ben. Ladies and gentlemen, I present to you Ben and Amalia. Ladies and gentlemen, I present to you this movie, Ben's Animals. So, this movie tells me all about the animals I like, and all the animals in the world, and all of the endangered species. Because I speak for all the creatures in the world. Also, I have something to say about this movie, because we need the earth to have animals. They're important to us, and we're important to them, because you should take care of this earth, because all animals are endangered, and there needs to be the world to share. Share the world, because we need animals, and they are important, and they are amazing to us. Everyone should love animals. Everyone should. The birds, the bees, the bears, the lions, the tigers, the hippos, the parrots, the giraffes, the elephants, the monkeys, the turtles, the bats, and lots more. I know that will we still have jungle animals or Arctic animals or desert animals? Well, because they're important to us, and they're interesting, and they're beautiful, and they're pretty and majestic. Because I speak for them. Ben loves animals, and Ben wants to make the earth caring for animals and humans to all get along. Because animals are important for the earth. God bless animals, and God bless birds, and God bless pollinators, and others we like. I need Benjamin beside me to have some courage because I'm very nervous to speak. But I want to thank everyone here for welcoming us in this beautiful building, and for the people at Transforming Autism Care Consortium for being part of our journey as a family with an autistic individual, and who has who's really grown and found his identity through his passions. I think there's many themes in the film, but one of the main themes is really what you guys are doing as educators, supporting people's your child's interests and where they find their passion. I think that will always lead you in the right direction when you follow them. And save the animals too. Sorry, I'm too nervous to speak. But everyone should speak for all the endangered species, because we will repopulate them. Thank you very much. Hope you enjoyed the film. Thank you, Evan. Noah. Wishing you an amazing animal day. So let's all begin the movie. Let's all begin the movie. Let's all begin the movie. So let the show begin. Donc, nous allons commencer. We're going to get started with the last session of today, of the conference. Donc, nous allons commencer la dernière séance d'aujourd'hui et du conférence. Je suis vraiment content de pouvoir modérer la discussion qu'on va avoir autour du sujet de vivre ses passions. Donc, quelles sont les perspectives sur les intérêts et le bien-être des personnes autistes? So, I'm really excited to be able to moderate this discussion around passions, interests, and well-being in autism. Maybe just a couple of words to get us started, and then I'm going to turn it over to our panelists. I want to take a minute actually just to express my deep gratitude to all of the autistics across my lifetime that have continued to inspire and teach me about the wonderful, diverse world that we live in and the different ways that people perceive
live and find joy in the world and meaning in the world. So I'm so grateful for each of them, from the very first autistic that I met in 1989, that I knowingly met in a professional context, who, as soon as I walked in the door, asked me what day I was born. I told him, and he said, Friday. And I said, what? And to many years later, meeting Hugo, who also expanded my understanding of the place that passions take in a person's life, and the incredible diversity and different ways that people can be experiencing and loving the world. I also want to take a second also to express my gratitude to Giant Steps. When I first moved to Quebec in the early 90s, I took a job in what would be called a traditional autism setting, where I didn't know what was happening, because they were taking a perspective that was profoundly deficit-based, that was not at all interested in strengths, passions. They were thinking about restricted interests and thinking about how to normalize or get rid of those interests. And I lasted, I think, 3 days in that job. I quickly resigned. And shortly after, I came across this place. It was in a very different building back then, but that was a very long time ago. And the founder of Giant Steps, Darlene Berenger, welcomed me into the team, and some of my colleagues were here even back then, Ross and Pat. And I found a place that became home, and it was home because everyone there had connected to the work with their heart and truly loved and appreciated the passion, strengths, and differences of the students that we were welcoming. So I'm so eternally grateful for all of the people in my life that have allowed me to continue exploring the wonderful world of autism. So I'm going to invite our first panelist up, Isabelle Soulières. Isabelle. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Oui, c'est bon? OK. Donc, je trouve que le film qu'on a vu cet après-midi, c'était une excellente introduction au panel, et je me sens un petit peu imposteur de parler après qu'on ait vu un jeune qui sa mère qui a été tout le support pour développer cet intérêt-là en une véritable passion. Puis je trouve que ça illustre mieux que ce que mes diapos vont vous dire sur la passion chez les personnes autistes. Donc, retenez plus Ben et ses animaux. Mais en tout cas, je pense que ça va éclairer les données que je vais vous montrer. Bon, donc, quand on fait... Moi, je suis neuropsychologue de formation, puis quand je travaillais en clinique, on me demandait de... chercher, est-ce que l'enfant, il y a un intérêt, là, je vais mettre des guillemets, restreint. Okay? Un intérêt restreint, c'était, on me disait, on m'a appris, c'est un intérêt qui est très, très intense, puis l'enfant fait juste ça, puis c'est dérangeant, puis ça dérange, puis ça dérange. Avec les années, j'ai rencontré plusieurs personnes autistes qui ont des passions, des intérêts, des choses dont ils aiment parler, puis qui les motivent, puis on voit les étoiles dans leurs yeux quand ils en parlent, ou tout simplement quand ils font leur intérêt. Puis je me disais, on passe à côté de quelque chose quand on parle seulement d'un intérêt restreint. OK? Est-ce qu'on pourrait pas plutôt concevoir ces intérêts-là comme des passions? OK? On peut se demander qu'est-ce que c'est une passion. Dans la population générale, qu'est-ce qu'on considère comme une passion? Une passion, c'est un intérêt marqué pour une activité. C'est un intérêt tellement marqué pour cette activité-là que l'individu en vient à considérer que c'est inscrit dans son identité. Okay? Moi, les Olympiques viennent de passer, telle personne dit « Moi, je suis une patineuse, moi, je suis un nageur, moi, je suis un artiste qui peint des animaux, qui adore les animaux. » Donc, c'est inscrit dans l'identité de la personne, puis ça pousse à faire preuve d'engagement envers une activité. Okay? C'est comme ça qu'on conçoit une passion dans la population générale. Est-ce qu'on peut utiliser ce type de modèle-là pour comprendre puis mieux accompagner les intérêts
des personnes autistes. Une autre chose qu'on sait à propos des passions dans la vie, dans la population générale, c'est que une passion peut avoir des aspects qui sont harmonieux et des aspects qui sont obsessifs. Okay? Ça, c'est les termes du modèle. Donc, des aspects harmonieux, la personne, elle est investie, elle est dans son activité, ça lui procure beaucoup de bien-être, de bonheur. Mais quand une passion est harmonieuse, la personne est capable de manière flexible de passer à autre chose quand c'est le temps de faire autre chose, mais elle sait qu'elle a encore son activité préférée puis qu'elle va pouvoir y revenir, puis c'est positif. Une passion peut aussi avoir des aspects obsessifs quand l'activité est poursuivie pour une performance, pour atteindre quelque chose, pour atteindre un objectif de performance. On peut penser à un athlète qui aime beaucoup s'entraîner, nager, aller à la piscine, mais que le mois avant sa compétition, là, quand il ne fait que ça, puis qu'il faut qu'il nage plus vite, là, ça devient obsessif. Il se sent plus pris dans l'aspect performance, puis de se sentir coupable s'il n'a pas nagé assez vite, sentir coupable s'il a dormi 15 minutes de plus, puis c'est moins, ou il a décidé d'écouter un petit film au lieu de... Bon, okay, vous comprenez, ça, c'est les aspects plus obsessifs d'une passion. Donc, on est parti avec ce modèle-là, puis on est allé voir chez une centaine d'adolescents et jeunes adultes autistes, qu'est-ce que eux, est-ce que eux, leur activité préférée, ils la voyaient comme une passion? On a pris les questionnaires qui étaient destinés à la population générale. On a demandé à une équipe de personnes autistes de nous dire, OK, ça, cette question-là n'est pas claire, cette question-là n'est pas claire. On a retravaillé un petit peu les questionnaires. Puis, on est allé sonder une centaine de personnes autistes. Ce qu'on a vu, c'est que, sans surprise, les jeunes autistes sont très passionnés, très, très, très passionnés. On a vu aussi que le niveau d'investissement dans leur activité préférée était semblable à l'investissement en temps, en énergie que les athlètes mettent dans leur sport. Okay? Donc, on consacre beaucoup de temps et d'énergie à leur passion. Puis, chose qui, moi, m'intéressait beaucoup, c'est est-ce qu'ils vont rapporter plus une passion harmonieuse ou plus une passion obsessive? Ce qu'on a vu dans la centaine de personnes qu'on a interrogées, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'aspects harmonieux que d'aspects obsessifs à leur passion. Et puis, donc, ça, quand une passion est plus harmonieuse qu'obsessive, parce qu'on peut avoir un petit peu des deux, là, quand c'est plus harmonieux qu'obsessif, ben, c'est associé à un meilleur bien-être psychologique. Là. Donc, plus tu es passionné harmonieusement, ben, plus tu as de chances de vivre des émotions positives en lien avec ça. Okay? Ça, c'est une première étape. Deuxième étape, on s'est demandé, est-ce que si je demande à un proche de la personne autiste, est-ce que le proche va me dire la même chose, va avoir le même point de vue? Okay? On a fait une deuxième collecte de données. On a demandé, est-ce que vous pouvez identifier un proche? Puis là, les personnes nous autorisaient à contacter le proche pour demander le point de vue. Puis là, le proche recevait, supposons votre enfant ou votre frère ou votre sœur, nous a nommé telle activité comme étant son activité favorite. Pouvez-vous me dire, là, on repassait les mêmes questionnaires, mais aux proches. Bien, premier constat, les deux s'entendaient pour dire que la personne autiste était très passionnée. Okay? Il y avait un bon accord entre le proche et la personne sur ça. Il y avait un assez bon accord sur est-ce qu'il y a des aspects harmonieux, là, donc positifs à cette passion-là. Puis, ils s'entendaient aussi pas mal sur les aspects négatifs. Moi, je me demandais, est-ce que le proche va voir plus les aspects obsessifs que les aspects harmonieux? En général, pas tant. Okay? Ce qui est ressorti, puis je pense que qui va dans le même sens que ce qu'on a vu dans le film, c'est que quand les proches supportent l'autonomie de la personne autiste dans son intérêt, bien, la passion est beaucoup plus harmonieuse, puis le bien-être est plus élevé. Okay?
Donc, quand on a, pour une personne autiste, là, puis c'est la même chose dans la population générale, quand les parents soutiennent l'intérêt d'un jeune, puis soutiennent son autonomie dans cet intérêt-là, bien, ça a beaucoup d'aspects positifs dans la vie des jeunes. Puis c'est vrai aussi chez les personnes autistes, puis dans cette population-là, parce qu'on avait aussi un échantillon de jeunes non autistes, là, l'association entre le soutien du proche et la passion harmonieuse là, était plus élevée. L'association était plus grande chez les personnes autistes que chez les non-autistes. Okay? Donc, bon, c'est ça. Ensuite, je voulais juste vous montrer aussi, dans une autre étude qu'on a fait, où on s'intéressait d'abord à la qualité de vie telle que perçue par les personnes autistes elles-mêmes. C'était un échantillon d'adultes autistes de tous âges. On leur a demandé, est-ce que tu considères avoir assez de temps pour exercer ta passion, ton activité préférée? Puis, ceux qui nous disaient, oui, je considère que j'ai assez de temps, ils rapportaient avoir une meilleure qualité de vie que ceux qui considéraient ne pas avoir assez de temps. Aussi, le fait d'avoir quelqu'un avec qui partager ta passion. Pas nécessairement faire l'activité avec l'autre personne, mais pouvoir au moins en parler puis échanger à ce sujet-là. Ça avait aussi un effet positif sur la qualité de vie des adultes autistes. Et puis, dans notre échantillon là, de 225 personnes autistes, ceux qui avaient un emploi, ceux qui étaient en emploi, le fait de pouvoir réaliser leur passion ou que leur emploi soit en lien avec leur passion, ça avait vraiment un effet positif sur leur qualité de vie. J'ai plein d'autres études dont je pourrais vous parler, mais je vais m'arrêter ici pour laisser d'autres intervenir aussi. Merci Isabelle. Donc j'invite Hugo Lamoureux. Bonjour, je m'appelle Hugo Lamoureux. Je suis autiste de haut niveau. Je remplis en fait les 11 critères, donc je suis un autiste parfait. Mais je suis traducteur, anciennement architecte. Je suis entièrement autonome. J'habite à Granby depuis 4 ans. J'ai habité dans plusieurs villes, dont Ottawa, de 2012 à 2022. J'abonderais dans le même sens que Isabelle. J'ai écouté Isabelle avec intérêt dans les 9 dernières minutes. Je voulais dire qu'en tant que personne autiste, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord que j'ai besoin de temps, d'assez de temps libre pour poursuivre mes passions, pour être heureux. Sinon, même si j'aime mon travail de traducteur, ça a l'air aride, mais j'aime ça. J'ai travaillé dans les langues. Je traduis de l'anglais au français en passant. Et je m'épanouis encore, même si l'intelligence artificielle prend notre place depuis quelques années. Oui, j'aime apprendre. J'apprends beaucoup dans le cadre de mon travail, mais j'ai besoin de temps libre pour travailler davantage mes langues que j'apprends ou je maîtrise, c'est-à-dire le suédois et l'anglais. L'anglais, ce qui me passionne tant en anglais, c'est la prosodie, l'accent, l'intonation, tous les sons sont différents du français et de l'espagnol. Alors, ça donne le charme à la langue de Shakespeare. Donc, je partage maintenant depuis 3 ans mon temps de perfectionnement ou d'apprentissage des langues entre le suédois et l'anglais. Le suédois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a sa grand-mère qui lui est propre. J'avais jamais pensé qu'une langue pouvait placer l'article défini à la fin du nom.
comme bas. Un bas, c'est un strumpa, des bas strumpor. Les bas, strumporna. Non, c'est l'article défini. Là, j'ai pas encore commencé à converser en suédois parce que je suis autodidacte. C'est un aspect de moi, de ma méthode d'apprentissage. J'apprends beaucoup de manière autodidacte. Puis pour ce qui est de mon anglais, j'habite à Granby, une ville où les anglophones sont rares. Le peu d'anglophones parlent aussi le français. Mais comment je fais? Je parle tout seul. Je pratique des phrases en anglais tout seul pour améliorer constamment ma prononciation et mon intonation. Et je voulais parler aussi, faire un retour sur ce dont je parlais en 2006 et 2007, excusez. Je parlais de mes passions pour les éléments du quotidien, comme les ascenseurs, la signalisation routière, les pictogrammes. Je me rappelle que j'avais pas expliqué. Je parlais, je me rappelle, de boutons d'ascenseur, entre autres, des icônes de météo médias, des panneaux routiers. Mais pourquoi ces objets-là m'intéressent? Là, je suis parti sur les panneaux d'arrêt. En août 2020, je marchais, je voyais le mot arrêt, puis je me suis dit, le mot, on dirait que le A du mot arrêt me regarde, me sourit. Voilà, je comprends là, pourquoi les objets du quotidien anodins m'attirent. C'est parce qu'ils sont porteurs d'émotions. Les objets qui sont porteurs d'émotions positives m'attirent. Je peux les regarder le soir dans mes temps libres. En pensant, entre autres, à mon anglais, ma prononciation et mon intonation anglaise. Je regarde. Je communie avec ça peut être un panneau d'arrêt, un visage humain, une montagne où on habite à Granby. On voit le mont Yamaska, puis je communie avec la silhouette de la montagne. Il n'y a pas de feuilles encore. Alors, je vois, on a une belle vue sur le mont Yamaska de notre cuisine, surtout. Je communie, puis je pratique mon anglais et mon suédois en regardant la montagne. On dirait que la montagne me regarde aussi. Elle porte une émotion, pas un sourire, mais c'est un objet inanimé qui est sympathique. Je me rappelle aussi, je parlais des ascenseurs en 2007 beaucoup. J'avais montré des photos de boutons d'ascenseur. Et ce qui est fascinant des ascenseurs, c'est que j'en ai fasciné une autre. Elle disait que jamais je vais voir les ascenseurs de la même façon qu'avant. Moi non plus, d'ailleurs. Quand j'ai changé de région, j'ai remarqué qu'à Ottawa, les ascenseurs étaient un peu différents de ceux de Montréal. Les afficheurs d'étage sont différents. À Montréal, c'est comme ici, j'ai remarqué l'ascenseur. J'avais hâte de le remarquer ici. Je pense que il est de marque ThyssenKrupp avec des boutons, ding, quand la porte s'ouvre pour dire que l'ascenseur monte. Ça fait de ding-ding quand il descend. À Montréal, ce que j'ai remarqué, c'est que les afficheurs d'étage sont bleus. Très souvent. À Ottawa, ils sont rouges. Ceux du même constructeur, ThyssenKrupp. Puis à Sherbrooke, ma ville natale, c'est une autre marque d'ascenseur. Puis à chaque région a son principal fournisseur d'ascenseurs. C'est Conné à Sherbrooke. Et les afficheurs sont orange et maintenant blancs depuis une dizaine d'années.
Je parle vite. Je finis le tour des points essentiels de moi. Mon autre passion, je parlais de l'anglais et du français. Du suédois. Je suis nerveux. Un peu nerveux. Je ne suis pas réchauffé. Le français, oui. Ce qui me passionne, c'est les façons de parler selon les villes. C'est comme en français, donc, je vois les différences entre les villes. J'ai vécu, comme je disais, dans plusieurs villes, dont Sherbrooke, où j'ai grandi, Gatineau, entre autres, pour ne pas les nommer. Puis là, les expressions varient. À quoi servent mes intérêts pointus? Quand j'entends une entrevue, par exemple, la personne ne dit pas bonjour, Monsieur Castonguay. J'écoute Alec Castonguay le midi. Il y avait une entrevue. La personne avait dit bonjour, Monsieur Castonguay, au début de l'entrevue, puis après ça, elle a dit etc. La prononciation canadienne de etc. plusieurs fois dans l'entrevue. Par croisement des faits, la présence des expressions Monsieur Castonguay, la forme de politesse, puis la fréquence des etc. Je me suis dit, c'est au Québec, parce qu'au Québec, c'est des emplois très répandus, alors que en Ontario, à Vanier, où j'habitais, dans l'Est ontarien, on n'entend pas, presque pas ces formules-là. On entend d'autres choses. Ouais, c'est tout. Ça fait le tour des grandes lignes de ce que je voulais dire à propos de moi. Merci, Hugo. Les présentations dont il a fait mention en 2006 et 2007 est beaucoup mieux. Oui, c'est ça. C'est des présentations qu'il a fait pour la communauté Giant Steps dans l'ancienne bibliothèque Atwater sur ses passions. Puis c'est les présentations dont j'ai mentionné tout à l'heure qui a changé ma vie, en fait. Donc, merci, Hugo. Donc, j'invite Ross White. Can you hear me okay? Yeah, I tend to be a soft talker, so let me know if you can't hear me all right. Before I start, I just want to say how much I love the stuff that Benjamin is doing. And one of the highlights of being a panelist here is I get my own toucan. I will work for play animals any day. My name is Ross White, and I'm currently in my 38th year at Giant Steps. I started as an educator, and I'm now an educational computer specialist. I'm still amazed that I stumbled on what seems to become a lifelong passion for me. I'd like to focus on a few digital creations by students I've worked with, works that all hold a significant meaning for me. And by the way, my involvement with the conception of these works of art largely consisted of giving them an iPad, an Apple Pencil, and staying out of the way. I also consider myself an honorary autism parent, as I've maintained a very close relationship with a former Giant Steps student whose educator I was when he was 3 years old. He recently turned 37, and I want to begin with him. The first photo that you see here is one that Ari created in Photoshop when he was probably 12 or 13 years old, and features his alter ego Spider Zorro confronting his nemesis, the Wicked Witch of the West. This was a huge moment for him, as his language was very limited at the time, and he couldn't functionally read. He learned how to do Photoshop by watching me do it. And prior to this, he had me take all these photos of him in his Spider Zorro costume, which Spider Zorro was basically Zorro with an SZ on his hat. So he had me taking all these pictures of him, of Spider Zorro sword fighting, Spider Zorro swinging on a rope, Spider Zorro sitting at the computer, Spider Zorro left profile, right profile, until I thought, what am I doing? I'm totally indulging him here. And then he pulled this out, and he worked on this for hours and hours. And I remember him finishing it, and he sat back with this look of satisfaction on his face, like, okay, it's finally done. And this also is another one of Ari's Photoshop works. And this one, we said, look, what is this? And he said, it's my friends.
So he had basically created this world of himself. If you look between Mickey and Donald, he put himself in the photo. And sitting on his shoulder is Jiminy Cricket, which is kind of ironic because I always considered myself as being sort of a Jiminy Cricket to his Pinocchio. This next photo is by Maxwell Bitton. Maxwell, at the time he did this, was going through a very difficult period. And he had basically lost sort of the ability to do almost anything. He had previously been really competent on the computer, but then he couldn't use the mouse at all even. And so I was sort of racking my brain to think what to do with him. And I remembered that when he was younger, he had loved to color. So I started getting him to try and do pictures on the iPad. And gradually he started to do it, and they became more and more complex. And I would show them to people, and they would say, well, he didn't do that. You must have hand-over-handed it with him. So I started taking videos of him doing it, and then I sent it to his parents. And his father became very excited and got him art lessons. And eventually it led to him having his own show. And then he had an exhibition for a month at the Musée des Beaux-Arts. This is a student of mine. I think this was last year this happened. And this is a little boy that he loves to draw. It's like his passion to draw. He has to draw. And I would usually give him 15 or 20 minutes in the end of the period to draw. And then I realized one day that he hadn't finished. And so I sort of arranged for him to stay for an extra like half an hour after the period. I think he had recess or something. So he sat there and he drew for another 45 minutes and he completed the picture. And just watching him do it, and this was a little boy that had a lot of trouble sitting down at a desk or just staying still, but he was so focused, he was so calm, he was singing while he was drawing. So it was just a beautiful thing to see. And then I was looking at the picture afterwards, and I sort of commented on the different animals, and I said, oh, there's a cow. And he kind of looked at me and said, no, it's a yak. And I really think that he thinks that when he's drawing these things, he's bringing them to life. A couple of weeks ago, he had just finished drawing a robot, and he kind of looked down and says, hello, robot. This picture really intrigues me. It's a map that a boy named Ezra Sidney drew. And it just sort of, to me, it's like an insight into how he visualizes the world. It's all the places that are important to him. There's, the Olympic Stadium, the Biodome, Blues Clues House, the USA is over here. Saint Laurent is here. But just how he kind of tries to make sense out of something that he doesn't completely understand, but he knows what it is. And this picture, this I just put in, it's Ezra also, just to show you sort of the depth of his talent. This is a copy he did of a Picasso for me. I asked him to do it, and he did it in about 5 minutes. And I kind of prefer it to the original. This, again, something I forgot to mention about all these students is they're basically non-verbal, all of them. So they're able in their way to sort of channel that, all the things they're thinking about and going on in their head, but they have no way of getting it out through language. So these students are all lucky enough to be able to express it through art. And they're all natural artists. They draw as naturally as they breathe. This one intrigued me because it's from a completely different perspective. It's like from a bird or a pterodactyl up on a window ledge looking down. And, you sort of talk about autistic people not being able to take someone else's perspective. And here he is taking the perspective of a bird. This one I just put in because I think it's really beautiful. And this little boy, every drawing he does is completely different and unique, but they all have that quality of incredible beauty to them. I think learning becomes easy when it's motivated by passion. I've always been amazed by the vast amount of information our students can accumulate on a subject.
And whether it be countries, flags, animals, or The Simpsons, it just shows you what they can do when it's something they really care about. And even if it may not fit into our conception of how learning should take place, it's very, very important. I think they're providing us with the key to successfully teaching them if we can only find the locks that fit. Thank you, Ross, for sharing that work. It's wonderful to see. And I also want to thank Ross for being a mentor to so many of us at Giant Steps over the last 30 years. So I'd invite Dan V now. Thanks. Stay close enough to the mic here. Thanks so much for having me here too. Really inspiring to hear all of the talks up to this point and bringing me a lot of interest. And I guess I want to introduce a small introduction, just my frame of reference, running Spectrum Productions over the last 16 years. That journey started, well, previous to this, but at Giant Steps as well, where I got to meet Thomas and Ella and Ross and many people. So really special for me to be back here today. Over the years, I've been able to No. All good. Over the years, I guess I wanted to talk a little bit about the inspiration for Spectrum Productions, and it's not without going into too much detail. We're able to, similar to Ross, pull ideas and channel that into video production. Often we're using digital techniques or kind of embracing this augmented and alternative communication channel and turning this into an avenue for people to express their ideas and really be creative. And for me, this is this passion and interest that started Spectrum. And so I guess I also wanted to share that I feel like for the past 16 years and previous to that, I feel really lucky to be able to spend my days with people who are willing to challenge perceptions around them, create and to pitch ideas. And creating that space is something that has been a joy and a journey for me, figuring out those workflows, seeing where somebody may be able to draw or paint and be able to tell their story, I think is something that's so interesting. And for me, it's also the journey that the beginning of relationship building. And it's been a joy to hang out with Ben here today too, and to see his film. And also Ben's come to create with us at Spectrum, and so it's always a great way to be able to share that relationship back and forth. And I love to be able to try to build that up into programming that we can share and implement in different places. So, the other thing that I wanted to talk about, I guess this idea behind passions, niche topics is something that I really love engaging with. Collecting is one of those niche topics that I find is very common in the autism neurodiverse world, and it's really fun. Sometimes it's a little inaccessible when you're at the Spectrum studio to wander in and talk about those niche areas of interest that folks have. But I also find it really interesting at lunchtime when there's a number of folks and they're all talking about a specific character, or a video game, or a scene in a movie. I don't know what it is, but instantly the studio just comes alive and the conversation is flowing. And a really unique thing when you compare it to often the public spaces and the zones that folks are invited to have those conversations. Typically that's not happening. And so when we find pockets like that at Giant Steps or in the Spectrum studio, I really enjoyed being able to have that, be a part of that. So I just wanted to point out that, different to this beautiful documentary about Ben's life and
journey and interest in animals, and some of the things that we saw yesterday too, this very like documentary focus. A lot of the films that we're producing are kind of inaccessible sometimes, in the way that it's less narrative driven, and I kind of prefer that sort of media personally, because really we're trying to take the approach of somebody's inspiration, that they're inspired by something, and channeling that into a way that they can create and tell that story. It's a very different kind of documentary. I would argue it is also documentary in approach, but at the same time, it's I find it to be a really interesting access point, start conversation, have a lot of fun with that. So I wanted to give a really specific example here, and it's very much focused around this idea of being a collector. There's probably a lot of folks may know William as well. He likes to collect a lot of things among many other hobbies. This collecting hobby can sometimes cause friction and conflict in our studio, or it has in the past, because he just likes to ask things in so many different ways. And I find this to be a really interesting kind of way of approaching life, and just curiosity that is really fun. Over the years, it's sometimes been a challenge, but it's also turned into something that in past years, it's turned into this really fun lunchtime conversation where at times it used to be kind of people would jump away from it, but because he approaches it with such curiosity and laughter often, people will tend to gather around, hear what question he's thinking about that day. And we just have this short little video to watch here. Share it because it's turned into an example. Hello. Can a piece of sun fall on the earth? If it breaks, can the sun be broken? Is there such thing as a globe that doesn't have geography but has Disney stuff or Sesame Street stuff or Muppet stuff instead? For a spinning globe? Is there a globe that doesn't spin? Yes, a snow globe. What about a snow globe with a sun instead of snow? A sun globe. I have no more questions. That's all for now. William. Hello. If it breaks, can the sun be Sorry. Well, thank you, Dan. Could you guys hear me if I use this mic? Yeah, okay. That was actually quite something to hear William. I was actually William's first educator when he was 2 years old. So yeah, great to hear his voice. So I'm so inspired by the conversation around, rethinking autistic interests and passions as something that's not at all peripheral, but really central to their identity, their well-being, and their life. So we're going to continue the conversation. So with the four panelists that have presented, but we've also have on stage the team that was involved in producing Ben's Animals, including Ben and Julie. So I would invite anyone that feels like they want to share on the question. I'm going to ask a few questions to get us started, and then we'll open it up to the audience as well. Donc, peut-être je commencerai avec une question, en fait, autour de comment est-ce qu'on pense que les passions ou les intérêts autistes diffèrent-ils de peut-être nos conceptions ou nos idées sur les intérêts ou les loisirs ou les activités de détente des personnes non autistes. Donc, I'm curious what the panel thinks about the differences between autistic passions and interests and the interests of non-autistic people. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut... Go ahead. I think hobbies and leisure activities are sort of generally ways to pass time and fill in time, and can be thought of as less serious than your daily work, whereas autistic interest can be the serious, meaningful part of one's life.
They're sort of the real life as opposed to a diversion from life. Interesting. Hugo, do you have anything you'd like to? Oui. Quoi donc? Les intérêts conceptuellement, la question dit, le concept. Dans mon emploi du temps, mes loisirs, je suis très cérébral. J'étais content, 18 ans, quand j'ai appris le mot cérébral parce que je me suis reconnu tout de suite, parce qu'il faut que mon cerveau fonctionne tout le temps. Dans mes temps libres, j'aime pas beaucoup les loisirs passifs parce que je veux apprendre. J'ai tellement de choses à apprendre, puis j'ai hâte de partir à la retraite pour ça, pour apprendre tout ce que je veux, pas juste maîtriser le suédois, puis de parfaitement l'anglais, puis même en français, en passant, j'apprends toujours des choses, étonnamment, mais je veux apprendre la géographie, là. Je veux apprendre sur les arbres, toutes sortes de choses parce que je suis rempli de passion. Mais, par contre, j'aime plus jouer aux jeux de société. J'ai joué aux jeux de société longtemps, durant ma jeunesse, mais j'ai perdu l'intérêt. J'ai joué beaucoup aux Lego, mais les Lego, c'était bien parce que je laissais aller ma créativité. Je construisais des gratte-ciels, des hôtels, toutes sortes d'affaires de mon cru. Alors, c'est en gros, mais faut que mon cerveau fonctionne tout le temps. J'aime marcher, c'est un moment privilégié pour penser. C'est quand est-ce que j'arrête de penser? Quand j'écoute les oiseaux, par exemple, les oiseaux reviennent, c'est encourageant. Voilà. Donc ça fait le tour de mon point. Merci, Hugo. Hugo m'a aussi raconté au moment donné un intérêt pour les arbres aussi, une passion qu'on partage en fait. Et il m'a beaucoup appris sur les arbres dans les parcs dans la ville de Montréal. Il est un expert aussi dans les arbres pour les gens qui s'intéressent aussi. Isabelle, côté recherche, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter à cette question? J'aborderais dans le même sens que Ross. Un intérêt d'une personne autiste, ça peut pas être juste... c'est pas juste un passe-temps. Ça s'inscrit vraiment dans l'identité. Puis c'est une source de bonheur, une source de réconfort, une source d'apaisement. On n'a pas besoin si on regarde par exemple chez les jeunes enfants, on n'a pas besoin de meubler tout le temps de l'enfant parce qu'il y en a besoin de ces intérêts-là pour recharger ses batteries, pour être bien, être dans le moment présent, être complètement immergé dans ce qu'il fait, puis un sentiment de flow là, dans l'activité. C'est ça. Voilà. Merci. Ça me fait penser, il y a une collègue en fait qui a participé dans les mêmes premières conférences autour de ces sujets aux bibliothèques Atwater, une chercheuse autiste, Michelle Dawson, qui m'a beaucoup appris sur qu'est-ce qui arrive quand l'accès aux types, quantités et sources d'informations que des personnes ils en ont besoin comme personnes autistes sont fragiles. Donc, quand l'accès est retiré ou est modéré par quelqu'un à l'externe, quel impact est-ce que ça peut avoir sur la qualité de vie de la personne? Donc, ça m'amène peut-être à la prochaine question que j'aimerais poser. En fait, quels obstacles empêchent les personnes autistes de partager ou de développer leurs intérêts? So I'll ask the question in English as well. So what barriers can get in the way of autistic people from sharing or developing or accessing their interests? And Ben and Julie, if you'd like to jump in as well, feel free. To pursue our passions, okay, Tell me more, Mom. Can you repeat the question? Sorry. okay, well, I know we have
some problems in our life, well, I was always pressuring my mom about things. Yeah. Okay. Well, ladies and gentlemen, I'm a little too embarrassed. So, That's okay. Yeah. yeah? Oh, right. So do you like to paint more or to draw on a tablet? And why do you like it? Wait. So, I never draw on a tablet anymore. Well, I hate tablets. It's reminding me of memories, I think, of the internet. And I go on them right now, and I get embarrassed and more paranoid. You know what? Everyone's saying no internet for Ben. But whenever I paint, I get them more popular. Well, whenever I paint animals, well, here's the thing. I would always paint animals a lot. And the more animals I would paint, I would get them more famous and more interest, and that will help the species get saved. When I want to paint an extinction protest painting about horses, I've heard this all on the news because there was a problem about horses. Because of wild horses from Minnesota are getting shipped to Japan for horse meat. And that's my problem. And maybe for the bees, we should save the bees because without bees, there would be no flowers or fruits or vegetables, and all we would have is burgers from just cows. Do I have to do an extinction protest about bovines, or I already did one? Well, things are, we would still have cows, but we might not still have horses or bees or ducks or elephants or anything else. But thanks a lot, because I know I share the world of animals with humans and for the earth to save the earth, because God bless animals, and God bless birds, God bless pollinators, and God bless all creatures great and small. Thanks, Ben. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager Thank you. sur les A message from Ben LaChapelle. Thank you. Is there anyone else that would like to share about the obstacles or things that can get in the way? Oui, allez-y. Oui, mes fameux champs d'intérêt. Le problème, c'est qu'ils sont trop pointus. Je vais toujours me rappeler, en collégial 1, je regardais le plan d'évacuation en cas d'incendie au cégep. Alors, il y en a un confrère, ce qu'il a trouvé à me dire, « As-tu peur que le feu pogne? » Je lui ai dit, « Non, je rêve de devenir architecte. L'architecture me passionne. Et j'ai toujours aimé examiner les plans. » Non, c'est l'exemple que je voulais donner. Puis les panneaux d'arrêt, c'est trop pointu. L'obsession de dire comment ils diffèrent à Verdun de ceux de Montréal, l'ancienne ville de Montréal ou Granby. C'est trop pointu pour intéresser le commun des mortels. Merci. Yeah, sure, go ahead. I think in a lot of cases, an artist or creator may have the ability to create incredible things, but they don't necessarily have the skills to market them and to get out in the world and to deal with the business aspect of it. Mm. Actually, that's a great segue into the next question I was going to ask. So the next question is, how do autistic interests shape educational pathways, but also career choices and vocational satisfaction? Donc, comment est-ce que les intérêts autistiques peuvent influencer les parcours éducatifs, les choix de carrière et aussi la satisfaction professionnelle? Yeah. Dan? Well, I'm interested to talk about this question in part because
At Spectrum, and in a way, we've tried to step away from educational model, not because we don't see the value of education, but because kind of interested in following the autistic person's motivation to create. And I do think that in that sense, it really does shape how people learn. So instead of following all of our typical educational academic pathways, sometimes that means that we're trying to fit people into a certain mold. And I've really enjoyed getting to, I used to joke that we program for no educational outcomes. That's our goal. But purely it's just to follow the passion of somebody's interest and to go from there. And then it's up to us as educators to be able to fill in those steps of learning and to be able to take away the technical and frustrating elements. So that's my thoughts on that. Dans un petit projet de recherche qui a été financé par le RTSA, on s'est intéressé justement au rôle, comment les personnes autistes voient leur passion en lien avec leur projet d'études ou leur projet professionnel. Puis ce que les personnes avaient à nous dire, c'était que elles voyaient d'un œil très, très positif le fait d'avoir un lien entre leur passion puis leur étude. Par exemple, comme Hugo, qui a une passion pour les langues et puis qui a étudié en traduction. C'en est un super bel exemple. On a des participants qui nous ont dit, ben si je réussis à avoir un emploi qui est en lien avec les passions, ben je ne travaillerai pas un seul jour de ma vie. Tu sais? Des fois, certains nous ont mentionné que, ben moi, ma passion est un peu pointue, un peu comme Hugo disait. J'ai un intérêt qui est un peu pointu puis qui peut-être pas, tu sais, comme par exemple un intérêt pour les panneaux d'arrêt. Ben à part si on travaille à installer des panneaux d'arrêt, des fois, c'est dur de trouver un débouché. Donc, certains nous disaient, moi, j'ai de la misère à trouver en lien. Mais d'autres nous ont dit, ben si je prends ce que j'apprends dans ma passion, des compétences transversales que j'apprends dans ma passion. Ils n'ont pas dit transversales nécessairement, mais c'est mon interprétation. Ça, ben, ça peut m'aider à trouver un emploi. Comme par exemple, une personne qui avait une passion pour la lecture, ben, nous disait, ben, en lisant dans le livre, j'ai accès aux pensées de la personne, puis voir que ce qu'elle pense, ça ne correspond pas toujours à ce qu'elle dit aux autres dans le livre. Donc, j'en apprends beaucoup sur les relations sociales à travers mon intérêt pour la lecture, puis ça m'aide à comprendre que quand je suis dans une conversation, s'il y a quelque chose d'étrange, ben ça se peut que ça soit parce que la personne ne pense pas vraiment, réellement, ce qu'elle est en train de me dire. Bon, il y a toutes sortes de choses que les personnes autistes sont capables d'identifier puis ça, on peut les accompagner là-dedans. Dans tes intérêts, quelles compétences tu développes? Pourquoi tu as cet intérêt-là? Qu'est-ce que tu développes là-dedans? Comment ça pourrait se traduire en études ou en apprentissage d'un métier ou d'un emploi? Voilà. Merci. Je pense que c'est quelque chose à tous les niveaux et dans tous les secteurs qu'il faut réfléchir parce que j'ai jamais rencontré une personne autiste sans une passion. Mais j'ai rencontré beaucoup de jeunes autistes qui n'avaient pas nécessairement accès ou il n'y avait pas d'espace donné où ils pouvaient découvrir, où nous, on pouvait découvrir aussi leur passion. Donc, il faut aussi réfléchir sur les types de services, d'opportunités qu'on offre, là, je crois, pour permettre l'exploration aussi, pour découvrir les passions et les nouvelles passions aussi, parce que ça change au cours de la vie, comme Hugo a dit, il découvre de nouvelles passions aussi pendant sa vie. Donc, voilà. Je vais peut-être demander une ou deux autres questions, puis ensuite, on va l'ouvrir au public. En fait, la prochaine question que je vais poser, c'est comment est-ce qu'une perspective neuroaffirmative peut influencer ou comment est-ce que ça change notre regard sur les passions et la place des intérêts des passions dans la vie de quelqu'un? So the next question is, how do you think a neuroaffirmative lens changes or affects the ways that we conceive and understand passions and interests in autism? And maybe even be curious to hear Evan on that one also. So,
because I think, maybe unknowingly, but I really appreciated the lens that you used in the film as being one that was incredibly celebratory and honest of the subject that you were covering. And so, a very neuroaffirmative lens. And so I'm kind of curious to hear, how you got to that, to using that approach. Good question. You can say no answer. No, I mean, that kind of, how could I answer that question? Do you have an answer? No, something you want to tell? Well, something about Evan is that he's a pretty honest guy, and I think that comes through in his films, is that he spends a lot of time building relationships with his subjects, and so that really affects the way that he sees, I think, people. I mean, as a filmmaker, I came to this from a very layman's perspective, right? Obviously, I didn't have a background in the special needs community and the autism research community, the autism community. So I think I was able to look at it from really a very objective perspective in some ways. What I was drawn to was the honesty and the kind of uninhibited perspective of autistic people and Ben, and there was something very refreshing about how they perceive the world, and I think more than anything, it's hard for me to unpack the question between how I perceived it and what I kind of just wanted to create a space as much as possible for Ben and for Julie and for Ben's friends, and to be themselves and to sometimes it's hard for them to ignore the camera, but to just allow them to be themselves. And I learned over time that if I had questions, to try to be very specific with my questions for like an autistic individual, as opposed to asking questions that might be more abstract with someone who's neurotypical. I don't know if I've answered the question. That's great. Yeah, thank you. I Julie, I think. Yeah. Go for it, Mom. Go for it, go for it, go for it. When Evan approached us to do a documentary, I did Google him to make sure that he was legit, and that and what I found out about him is that he's incredibly respectful of people's lives, and with time we built a relationship where I knew I could trust him, that he had respect, and he would portray Benjamin authentically, Benjamin and his neurodivergent friends, with authenticity and with the dignity that they deserve. So I think, I'm sorry, I'm not sure if that even relates to your question, but it was as caregivers, we have to be really careful, because our lives are messy, they're complicated, and sometimes it's not easy to really open up to the world. But with the relationship that we ended up forming with Noah and Evan, we knew that we were safe. It felt safe, very. It was respectful. So that's. Sorry. Yeah. Thanks. And thanks to everyone. My movie was a success, and everyone knows Ben's animals will always keep on going. Thanks, Ben. I would just say that, because Julie inspired something that I thought about. I think my responsibility as a filmmaker is just to try to contain regardless of the subject that I'm documenting, is to contain this space so that authenticity can emerge, regardless of whoever the participant is. And I have a responsibility as a filmmaker to do that, is to allow them to be themselves on camera, and try to contain a space that they feel comfortable and trustworthy, not trusting enough to speak, or to go about their lives with the camera on.
Thank you. Yeah, and you're very successful in that. And you know, I Thank think you. what moves me is that, you know, is the deeply human way that that story was told. And I think that's the thing is, you know, passions can have that space when that human connection and genuine interest in the unique ways that we all express and live our lives can be expressed fully. So, is anyone else? Ross? Yeah. I think in terms of an educational standpoint, it sort of changes our viewpoint from things we might have previously looked upon as being obsessions or annoying behaviors. We come to realize that they're actually quite remarkable gifts and a different way of learning and seeking out knowledge. And if you can respect that and give the student the space to follow their own direction, the results will often be astonishing. Anyone else? That one? Actually, I do have one last question. I do want to ask the researcher on the panel, but also anyone else. Are there gaps in terms of research on autistic interests that exists and the connection to well-being? Donc, est-ce qu'il y a des lacunes dans la recherche ou des projets de recherche que vous aimeriez voir sur les intérêts autistiques et le bien-être? Oui, il y a des grands manques. Je pense parce que il y a eu, tu parlais d'une perspective neuroaffirmative sur les intérêts. Je pense que c'est pas ça qui a dominé dans la recherche au départ. Au départ, c'était beaucoup d'un point de vue plus modèle médical, si on veut, comment enlever ces intérêts-là qui nuisent à l'apprentissage, puis là, je pense que c'est en train de changer, puis il y a de plus en plus de recherches qui demandent le point de vue des personnes autistes elles-mêmes sur leurs intérêts. Puis ça, je pense que c'est un grand pas vers l'avant parce que là, on voit que ça a beaucoup d'aspects positifs pour la personne, pour le bien-être. Puis, il y a des recherches qui étaient faites où on demandait le point de vue des parents sur les intérêts de leurs enfants, mais les questions étaient toutes posées pour demander ce que ça avait comme impact négatif dans le fonctionnement de la famille, dans tout ça. Fait qu'il n'y avait même pas de place dans les questions pour que le parent puisse mentionner que ça avait des effets bénéfiques pour leur enfant. Puis là, ensuite, il est venu des études avec le point de vue première personne des personnes autistes plus vieilles, puis elles disaient, ben oui, ça a plein d'impacts positifs pour moi. Puis là, c'était comme mis en opposition. Mais si on ne donne pas la chance aux proches de dire que ça a des impacts positifs aussi, ben il ne pourra pas, il n'en dira pas. Mais quand on donne cette place-là, là, de plus en plus, on voit que, oui, des fois, il y a des intérêts chez les jeunes qui peuvent, qui pour la famille, il faut se réorganiser, c'est pas évident, mais ça, on voit qu'il y a des impacts positifs, puis si on soutient l'enfant à développer cet intérêt-là, puis à l'élargir, puis à le faire continuer, progresser, ben ça a beaucoup d'impacts positifs, tant pour la personne autiste que pour le fonctionnement ensemble, là, comme famille. Donc, en tout cas, ça s'améliore, mais il y a encore de la place là, pour aller plus loin. Je pense que dans la recherche, mais aussi dans d'autres secteurs, c'est un processus. Puis oui, ça évolue, mais il y a toujours du travail à faire pour donner plus d'espace, puis vraiment de prendre une perspective qui est plus neuroaffirmative généralement. Donc, je pense qu'avec ça, j'aimerais bien ouvrir les questions aux gens qui sont dans la salle. Martine, est-ce que tu veux circuler? Oui, merci. Merci vraiment. Dans le cadre de ma job, je vois souvent des élèves qui ont des passions et qui excellent dans cette passion-là, mais malheureusement, le degré scolaire académique, là, puis c'est un peu dans le même sens que n'est pas là. Comment
Est-ce qu'il y a une façon, ou je ne sais pas, où il y a des recherches, ou peu importe, pour... Je trouve quasiment, tu sais, comme là, lui, il a pu, à cause probablement de son niveau scolaire, pouvoir continuer de vivre même de sa passion. Comment amener ses élèves? Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Allez-y. Oui. Je pense que c'est... Effectivement, on peut avoir une passion, mais ne pas avoir, de pas être capable d'entrer dans le programme d'études qui correspond à la passion. C'est un défi. Je pense que c'est commun à toute la population. Ça ne concerne pas que les personnes autistes, là, de dire, ben, par exemple, moi, je suis en psychologie, ben, il y a beaucoup d'étudiants qui sont très passionnés puis qui ne réussissent pas à avoir une place parce qu'ils n'ont pas les notes assez élevées. OK? Ça, c'est une chose. Si on prend spécifiquement pour les personnes autistes, je pense qu'il y a encore plus de barrières pour arriver à concrétiser cette passion-là à un projet socio-professionnel. Dans d'autres études sur la qualité de vie qu'on mène, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il fallait ouvrir notre définition de ce qu'est une vie satisfaisante, réussie. Il n'y a pas qu'un emploi rémunéré qui peut être un accomplissement pour une personne. Fait que quand le plan A d'étudier dans sa passion puis d'avoir le métier qui va avec, si ce plan-là n'est pas réaliste, bien, il y a d'autres plans qui peuvent exister. Donc, il y a toujours plusieurs... Une passion ne correspond pas à un seul métier. Il y a plusieurs métiers qui peuvent aller avec. Puis, il y a aussi d'autres projets qui peuvent être valorisants puis qui peuvent participer à la société sans être un emploi rémunéré, là, en lien avec la passion. Il y a d'autres défis qui viennent avec ça, là, mais je pense que c'est les idées que j'ai par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a un gros travail d'ouverture et de sensibilisation à faire. Oui, aussi. Oui. Ah oui, c'est ça. Bien, ici, il y en a des super belles initiatives en ce sens-là, là, pour essayer de changer, tu sais, de donner accès à l'emploi, même si on n'a pas le papier qui va avec. Là, est-ce qu'on peut remplacer par des stages? Est-ce qu'on peut remplacer, tu sais, par autre chose pour apprendre quand même? Tu sais? Tout à fait. Je pense que des chemins vers l'emploi, il n'y a pas juste de la façon traditionnelle. Donc, il y a d'autres manières d'amener des gens dans leur parcours de vie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient répondre à cette question? Il y a une question ici. J'ai pas vraiment de questions, mais en fait, il y a quelques années de ça, j'ai fait le choix de faire l'école à la maison pour mes enfants parce qu'il y avait des problèmes au niveau scolaire et tout ça. Et on a vraiment basé leur éducation par rapport à leur passion puis par rapport à leurs intérêts restreints, justement, qui sont pas restreints, mais bref. Et pour la première fois depuis 5 ans, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait le bon choix en vous écoutant parler. Parce que ça n'a jamais été valorisé dans mon entourage et tout ça. Puis là, en vous voyant aujourd'hui parler de ça comme ça, j'ai vraiment l'impression que j'ai fait le bon choix. Merci. Je pense que toute l'idée des patients comme non seulement un levier pour ce qui est la réussite académique, aussi pour l'étudiant. Donc, c'est une porte d'entrée vraiment pour, ici à Pas-de-Géant, on essaie d'incorporer les patients des étudiants dans le quotidien, là, donc même dans des sujets, des matières qu'on a enseignées. Donc, c'est un levier. Mais aussi, je pense que il faut donner de la place pour qu'ils puissent explorer aussi, donc d'avoir une certaine, de prendre des approches qui sont peut-être atypiques au niveau académique, les sortir dehors. Il y a beaucoup d'approches qui vont permettre la découverte des patients via des avenues éducatives qui sont non traditionnelles. Donc, mais c'est la porte d'entrée, ouais. Non seulement pour la réussite académique, mais aussi
tout ce qui est relationnel aussi, c'est là qu'on se connecte, on s'engage avec la personne, donc de développer les relations entre les enseignants et les étudiants. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée pour tout. Donc. Et Julie? Bien, merci beaucoup pour ce merveilleux panel. Moi, je milite beaucoup pour le documentaire et pour visibiliser, pour rendre ça disponible au niveau visuel. Je trouve que c'est très, très porteur. Et je voudrais m'adresser à Hugo parce que quand j'ai eu le diagnostic de mon plus vieux, je suis allée chez Autisme Montréal et j'ai emprunté des cassettes, des VHS de l'autisme vu de l'intérieur. Et tu y étais, puis là, quand je t'ai vu tantôt, oh mon Dieu, je le connais. Puis là, j'ai pensé, je me suis rappelé exactement ta passion pour la typographie. Et mes enfants, ils ne savaient pas lire, mais là, je leur ai donné accès à des livres, puis j'en ai un qui a appris à lire tout seul. Il écoutait, il regardait, puis je le laissais faire. Puis j'ai toujours pensé à ce que tu avais dit, puis je trouvais ça important de voir, de rendre ça disponible, de tout ce que fait Charles Lafortune, Sophie, de nous faire entrer dans le quotidien des personnes. Ça facilite pour les parents, ça facilite pour l'entourage parce qu'ils ont des référents, ils peuvent voir. En tout cas, je sais que c'est pas facile d'ouvrir sa porte puis sa vulnérabilité à des équipes caméra. Là. Moi-même, je pense que je ne l'aurais pas fait, mais tellement un grand merci. Je pense que ça rend service à tout le monde d'avoir accès à ce que vous aimez, à ce que vous faites, puis dire, ben peut-être que moi, mon jeune, il y a ça aussi, il y a ce petit potentiel-là, je n'avais pas vu ça comme ça, mais ça ouvre, et que ce soit en documentaire, que ce soit filmé, que ce soit accessible, de le regarder quand on est disponible, c'est juste un outil fantastique. Bravo, puis merci. Should I translate a little bit of what she just said? Yeah. So, Hugo, c'est sûr, tu as saisi, puis des fois, là, les intersections entre les choses, c'est vraiment ahurissant. But Julie, what Julie was saying here is that, and Evan and Ben and Noah, is that the appreciation she shared for having access to representation and stories, and it opens up the experience for others to be able to share in that. And she really wants to share her gratitude for you taking that time to open yourself up and your family up and your story up for that to be shared with everybody here and everybody out there. Because of course, the documentary is on CBC Gem too. I will add. Yeah, that's what I'm telling you. The documentary is in CBC Gem. Oh, and there's still more going on. Well, I know I speak for all kinds of animals, but take a look at the articles, what Dan just showed me. Yeah. Go ahead, Dan. Give it a go. Yes. There's a couple. Doesn't have to. Oh, this thing is still going, so I'm afraid the ghost of Will tells me these questions about a sun globe. Is he going crazy? Okay, all right. Okay, so this is my Extinction Protest series. Extinction Protest is the greatest show on Earth. World's global animals at risk habitat loss climate change. Of course, they're all inspiration, finale, final. Go for it, Mom. I think one of the very significant things for being at Giant Steps is that I see that things have changed, because Benjamin, obviously, like, he has intellectual disabilities, so there are limits to, actually, no, sorry, I shouldn't say there's limits, but we have to be realistic about certain things, and but what I see that's happening in education now is it's changing, and you are really focusing on how to bring out the strengths
of each individual. And that's amazing to see because we didn't have that kind of experience, unfortunately, that much. And we've just tried to make the best of our lives. And I think every parent here, we're just trying to, live our life and help our children to have a good life. It doesn't have to follow the regular path like everyone else, as long as it's a good life for them and a good life for our families. That's what we're trying to do. And thank you, Giant Steps, for making it easier for families. And this is before and after and for finale. Take it, Noah. Thanks, Ben. Take it, There's another guys. question. Yeah. There's a question over here if we want Okay. to. Yep. Bonjour Isabelle, je m'en allais te poser la question, mais elle a été plus ou moins répondue. Mais avant, je voulais féliciter, would like to say thank you for the documentary, the movies. Thank you a lot. Thank you, Julie, for all your share because I was very emotional since I'm living with autism too. And Ben, you are a champion. You got this, you rock. Maintenant, ma question, Isabelle, c'était de voir au niveau que ça m'a touché beaucoup émotionnellement, puis je pense pour une grande majorité d'adultes autistes, parfois on peut avoir une belle passion. Comme quand je regardais ces dessins, c'est tellement beau, puis la mère, elle l'explique, elle a un choix à faire de recevoir la compensation à peu près de 1200 par mois ou de dire non, puis d'essayer de vendre ses œuvres. Mais je ne peux pas parler pour ses œuvres, mais ma question était, dans la vie des adultes autistes, est-ce qu'il y en a qui vont avoir un salaire, qui vont être propulsés comme une histoire comme Ben? Tu sais, je veux dire, j'étais assis, puis je regardais tous ces dessins, puis en tant que personne autiste, je ne comprends pas le pourquoi qui n'est pas plus exposé. Tu sais, comme National Geographic, If You Can Contact Them, tu sais, ils font des dessins, tu sais. J'essaie de comprendre si parfois dans la vie de personnes autistes à l'âge adulte, même s'ils ne sont pas reconnus à travers les médias, s'il y en a selon toi qui vont vivre de leur passion. Ça existe-tu d'après toi? Il y en a-tu? Oui, ça existe. Je pense que Hugo peut témoigner. Je pense que... Est-ce que tu considères que tu vis de ta passion? Oui. Oui. Je ne sais pas si tu voulais répondre ou... Oui. Oui? Oui, sur le plan professionnel, oui. Mon emploi et ma passion vont ensemble. Sauf, c'est juste que j'aurais aimé que l'intelligence artificielle ne vole pas mon travail parce que là, ça ressemble trop à de la révision, puis j'ai jamais été bon là-dedans. Hein. La traduction, j'ai toujours aimé la traduction parce que c'était une gymnastique intellectuelle, mais à force de plus en faire, de tout jeter dans le traducteur automatique, je perds l'aptitude. En passant, les traducteurs neurotypiques et autistes, c'est tellement particulier, l'exercice de traduction. Si on arrête 1 an, on est très rouillé quand on commence à traduire. OK. Bien, moi, en tout cas, à voir ce qui s'écrit là depuis hier, je pense que tu as encore ton emploi. En tout cas. Oui, c'est ça. Je doute de la qualité de la traduction automatique, mais... mais en tout cas, juste pour complément de réponse, beaucoup de personnes autistes ont des... il y a une portion des personnes autistes qui gagnent leur vie elles-mêmes très bien. Malheureusement, cette proportion-là est beaucoup plus faible que ce que ça pourrait être. Okay? Donc, oui, c'est possible, mais il y a encore beaucoup de barrières à l'emploi. Il y a des barrières à l'éducation, si on en a parlé un petit peu tantôt, là, juste accéder les programmes d'études auxquels les personnes autistes, souvent, elles ont les compétences intellectuelles pour le faire, mais
la façon dont c'est organisé, puis la façon dont on évalue, ça leur nuit, puis ça fait qu'ils ne réussissent pas à accéder. Puis il y a, même une fois le diplôme obtenu, il y a aussi des barrières à l'emploi. Réussir à se vendre en entrevue, réussir à passer les premiers jours où il n'y a pas grand monde qui nous accompagne à l'emploi, puis que, tu sais, il y a des choses que l'employeur va penser que c'est implicite, qu'il n'y a pas besoin de dire, puis que finalement, il faudrait les dire pour la personne autiste pour pas qu'elle se mette dans des situations inconfortables. Bon, tout ça, il y a aussi les horaires non flexibles, l'espèce de... il faut travailler à temps plein parce que sinon, le salaire n'est pas juste pas assez pour vivre. Puis pour certaines personnes autistes, travailler 20 heures, 25 heures, c'est viable, mais travailler à temps plein, pour certaines, c'est pas possible. Puis là, elles se retrouvent dans une situation où travailler à temps partiel, bien, il ne reste plus assez d'argent. C'est pas viable. Bon, fait qu'il y a tout ça qui sont des barrières à l'emploi, puis en tout cas, on a beaucoup de marge pour améliorer ça, hein, parce qu'on est, comme société, là, on n'est pas très bon encore de ce côté-là. Voilà. Merci. Oui, c'était pas une question, c'était peut-être une partie de réponse à ta question. Puis bear with me, j'ai beaucoup de sucre dans le corps, fait que ça se peut que ma tête soit partout. Moi, je suis une personne autiste avec TDAH et compagnie. Il y a un des points que j'avais vu une activiste autiste écrire un article sur ce sujet-là récemment par rapport à la représentation des personnes autistes en emploi. Puis elle parlait des biais qui sont dans ces statistiques-là qui sortent que il y a seulement X% des personnes autistes qui ont pas qui ont des emplois ou qui n'ont pas d'emploi, bref. Puis je trouvais ça intéressant à critiquer ces statistiques-là parce que il y a beaucoup de personnes neurodivergentes encore aujourd'hui, on le sait, qui soit ils s'identifient comme se sont pas identifiés ou ils n'ont pas été identifiés ou c'est pas visible en termes de comme ils l'ont pas dit là. Fait que tu sais pour faire ces études-là, il faut que les gens admettent qu'ils sont autistes ou neurodivergents. Fait que déjà il y a une barrière. Tu sais moi je travaille dans les milieux artistiques, entrepreneuriaux. Il y a c'est étudié aussi, mais il y a une surreprésentation de personnes neurodivergentes dans ces milieux-là. Je pense qu'encore une fois il y a un très grand enjeu de représentation. Fait que ça revient pour les gens qui étaient là hier là, tu sais il y avait un panel sur la représentation, puis à quel point que bon c'est difficile. Fait que c'est ça, puis l'intersectionnalité de la chose aussi, tu sais, les personnes queer, racisées, etc., qui ont encore moins cette visibilité-là. Fait que je pense qu'il faut quand même, dans ces discours-là, tenir compte que, en tout cas, tout cet aspect-là qui n'est pas encore mis de l'avant. Puis je fais un shameless plug, mais de mon côté, j'ai pas le choix. Ça fait quelques années que je navigue dans l'écosystème, là, la neurodivergence, c'est nouveau, mais j'ai passé les dernières années à essayer de cartographier là, en allant dans différents événements, tu sais, les différentes parties prenantes dans l'écosystème neurodivergent. Puis je voulais juste dire que j'ai lancé une infolettre il y a quelques semaines pour mettre de l'avant des opportunités qui se passent en neurodiversité. C'est par et pour. Puis ça me tient vraiment à cœur. Fait que si jamais ça vous intéresse, là, vous pouvez venir me voir à la fin de l'événement pour vous abonner à l'infolettre. Puis il y a plein de contenus exclusifs aussi. Fait que j'essaie de mettre de l'avant des histoires des personnes qu'on n'entend pas ou qu'on ne voit pas. Fait que c'est ça, notamment beaucoup d'artistes qui sont là, qui gagnent leur vie aussi, puis ils parlent comment qui arrivent. Fait que voilà, merci, c'était mon intervention. Merci. Les dernières questions, les panélistes? Oui. Hello, thank you guys so much. I have a bit of an open-ended question, but I'm curious for everyone who has seen neurodivergent people essentially live their passion, how has it for you changed the way that maybe you guys do your passion or in general lead the way that you pursue your own lives? Ross, yeah. Meanwhile, back at the ranch.
For me, it's really been an incredible inspiration. It's changed the way that I look at the act of creation. You know, and I sort of look back on, like, a lot of the artists that I've admired in the past, and the way they worked, and I've seen the similarity between that incredible intensity you can put into creating things. And the young man that I showed the Photoshop pictures from, he has this desire to make this. Okay. Okay. Yeah. He has this desire, all-encompassing desire, to make this film, but he would do anything that he could to make it happen. And I sort of imagine him as a Stanley Kubrick, you know, like just being so involved in that work of art that, and I'm a musician and a photographer as well, so it's fueled me a lot. I think I could maybe add to that, you know, for me, working with autistic people over the last 35 or so years has, you know, inspired me, but also, you know, really given me examples of what perseverance and bravery can look like when they're absolutely determined to explore that passion, even despite the multiple barriers that are put in front of them, and the access that can be really difficult. So, you know, it's inspired me to be braver and more perseverant in my own exploration of the things that inspire and excite me in life as well. So, you know, I think in many ways, autistic people have been a kind of mentors for me in growing and being able to be more open and free in the exploration of my own interests and passions. So I think they can teach us a lot. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, if there's no last questions, I think we're going to wrap up the day. Martine, I don't know if you want to kind of join me in closing out. Really, I wanted to thank everyone. So first of all, the panelists here with us today, and a special thank you to Ben and Julie also, and Evan and the team that made the film. So incredible, and thank you for the conversation. It's incredibly inspiring, and really for the entirety of the 2 days, it's been fabulous having you with us. I want to say a special thank you also to the community, the group from Pakwashipi that joined us over the last couple of days. It's been really special having you with us, so thank you again. Je ne sais pas si Martine, tu aimerais partager peut-être quelques mots.